les insulaires. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au Wallhaus, le musée, et je suis avec Charles. Tout d'abord, Charles, merci infiniment d'avoir accepté de parler à la caméra de Saint-Martin Actu. Quand je suis venu voir un vernissage, c'était ce week-end, samedi dernier, par toi et la collectivité. C'est ça, absolument. C'était formidable, tu sais qu'on aime la culture à Saint-Martin Actu. Donc Charles, dis-moi, qu'est-ce que tu fais sur Wallhaus, qui tu es, et qu'est-ce que tu fais en promotion? Je m'appelle Charles Moreau, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'habite à Saint-Barthélemy et 4 ans que je m'occupe du musée du Wallhaus. Ça fera 4 ans en octobre. Où mon job finalement est d'apporter une ouverture sur le reste du monde. D'accord. C'est-à-dire que la collectivité a racheté il y a quelques années le bâtiment dit du Brigantin, la maison d'Inzé qui est un peu plus bas dans la rue et qui a été transformée en musée du patrimoine de Saint-Barthélemy. Donc toutes les collections qui existaient ici au Laos ont été transportées au Brigantin au moment où moi j'ai pris mon job. Et donc là-bas, on s'occupe de parler de Saint-Barthélemy. Insulaire. On raconte l'histoire de Saint-Barth. Insulaire. Voilà, c'est vraiment l'histoire insulaire. Et à la fois la période précolombienne, la colonisation française, puis la période suédoise, puis ce qui s'est passé après au 19e et au 20e siècle. Donc ça, c'est vraiment le musée qui raconte l'histoire du territoire. Le conservateur, le monsieur s'appelle Eddy Galvani. Eddy. Ouais, Eddy, on ira te voir, Eddy. Eddy qui est responsable du musée on ira voir Eddy. du Brigantin et qui a anciennement été responsable du musée du Wallhaus, qui a fait, ça fait plusieurs décennies qu'il est à Saint-Barthélemy, au service de l'histoire de Saint-Barth. On t'embrasse, Eddy, d'ailleurs. Bonjour Eddy. Et donc, en complément en fait de ça, moi ce que j'ai expliqué à la collectivité quand on m'a embauché pour faire vivre ce lieu, je leur ai dit que pour moi ce qui était très important dans l'éducation, qu'elle soit artistique ou historique, c'est vraiment de marcher sur 2 pieds. Et donc c'est important de raconter sa propre histoire, ça sert le musée du Brigantin, mais c'est aussi à mon avis aussi important de raconter l'histoire du reste du monde et de savoir ce qui s'est passé dans d'autres territoires qui peuvent être proches ou au contraire très lointains, et de mettre ça en lumière pour que les gens puissent apprendre de ces choses-là, parce que pour moi la culture c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, une partie riche de l'histoire, et ça permet de saisir l'histoire. Moi je suis historien d'art à l'origine, j'ai fait des études d'histoire de l'art, et pour moi c'est vraiment important de mettre l'accent sur la découverte et la pédagogie. Donc les expositions qu'on fait au musée du Wallhaus sont des expositions à but pédagogique, vraiment, que ce soit pour les jeunes, les scolaires ou pour les adultes curieux. L'idée c'est vraiment de faire découvrir à une population qui est loin des autres musées en fait. C'est-à-dire que dans la zone Caraïbe, il y a quasiment pas de musée, je dirais, universel, c'est-à-dire qui raconte l'histoire d'ailleurs. Et pour ça, il faudrait prendre un avion et aller à New York, c'est 4 heures d'avion. Donc l'idée, c'était d'amener à Saint-Barthélemy ce regard vers l'extérieur, d'ouvrir une porte sur l'extérieur pour que tout le monde puisse grandir, tout le monde puisse s'éduquer, tout le monde puisse découvrir d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit nous-mêmes et qu'on permet aussi à nos enfants, à nos jeunes générations de pouvoir espérer s'adapter aussi au reste du monde, parce que c'est vrai qu'on est sur une île qui est quand même très limitée en termes de taille, et que nos enfants, moi j'ai 2 enfants qui bientôt vont quitter l'île pour continuer leurs études, si elles considèrent toujours que le reste du monde c'est quelque chose qui est loin et qui est énigmatique et qui est étranger et potentiellement dangereux, elles profiteront pas de cette expérience, alors que le monde est vaste et au contraire il faut en profiter de toutes les manières qu'on peut pour pouvoir en toucher tous les aspects. C'est ça qui est intéressant. Surtout que les jeunes qui nous regardent, ils sont beaucoup dans les réseaux sociaux, et je pense qu'un musée sur les réseaux sociaux, je dis pas que tout ce qui est sur les réseaux sociaux est faux, mais là c'est vraiment une interactivité en réel. Je viens te voir en vrai, tu me montres par exemple ce mois-ci c'est Denise Colomb. Absolument. Je veux dire, il y a une interactivité. Les jeunes, je vous conseille de venir en vrai, quoi. Absolument. Le gros problème de authentique. L'appréciation des œuvres d'art, c'est le contact.
C'est-à-dire qu'on peut effectivement découvrir des tableaux de Léonard de Vinci ou de Van Gogh sur Internet et se dire « Ah, c'est une très jolie image ». Mais tant qu'on n'est pas face à l'œuvre, physiquement parlant, on n'a aucune idée des vraies couleurs, on n'a pas idée de l'échelle des choses. Et la poésie, l'impact que ça peut avoir sur les gens ne se fait que par le contact direct. C'est la même façon qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un sur Internet qu'on a vu 2 fois en vidéo, mais ça ne remplacera jamais le contact physique ou même le simple fait de s'asseoir à une table et de manger un morceau ensemble ou de discuter ou de raconter des bêtises. Donc il faut faire l'effort de se déplacer physiquement dans les musées pour pouvoir avoir la chance d'expérimenter ce contact. D'accord. Bah, notamment ce week-end. Notamment ici. J'étais avec le président, avec aussi M. Kerrard, et on était devant la photo de Pablo Picasso. Oui, Alors moi, Pablo Picasso, je connaissais son tableau. Voilà. Ces tableaux, c'est super de ça, mais son vrai visage en vrai, et c'était vraiment formidable. Il nous a laissé partager ça, c'était formidable. Dont des photos aussi de Guadeloupe à l'époque. On est remonté dans les années 50. C'est ça. Alors c'est une exposition. Si tu peux la présenter pour ceux qui veulent c'est une venir. exposition qui est intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est une exposition qui nous parle à la fois de nous-mêmes et d'ailleurs. C'est-à-dire que cette exposition qui s'attelle à présenter l'œuvre de Denise Colomb, qui est une grande photographe dont la vie a couvert tout le XXe siècle, puisqu'elle est née en 1902 et morte en 2001, à 101 ans. Une super dame. Une super dame, 2004, excusez-moi, elle est morte en 2004. C'est une dame qui a eu un destin assez extraordinaire, qui est tombée dans la photographie un peu par hasard, puisqu'elle avait suivi son mari qui était ingénieur dans l'administration coloniale en Indochine dans les années 30, et son mari, pour, j'imagine, lui faire passer le temps, ou pour d'autres raisons, passion, génial, voilà, photographie. Par intérêt, par curiosité, lui avait offert un appareil photo. Et donc elle a commencé à prendre des photos de l'Indochine, où elle se trouvait, des différentes tribus, des différents peuples qui pouvaient composer ce territoire, qui était à l'époque sous domination française. Et elle a pris goût à cette photo, à la photographie. Elle a démontré un vrai talent pour la photographie, à une époque où il faut se rappeler que la photographie était quand même un domaine très technique. C'est pas comme aujourd'hui la photo numérique où il suffit d'appuyer sur un bouton et puis l'appareil a tout fait lui-même. Non, à l'époque, il fallait calculer des temps de pause. En plus, le photographe, généralement, imprimait lui-même ses photos, faisait tout le travail technique autour de la photographie. Et elle s'est révélée très bonne à ça. Ils sont rentrés en France après, à la fin des années 30. Elle étant d'origine juive, puisque son nom d'origine c'est Loeb. Je crois que son mari était juif aussi. Ils ont été obligés de se planquer pendant la Seconde Guerre mondiale et donc ils sont partis se cacher dans la Drôme où ils ont vécu sous un nom d'emprunt qui était Colomb. C'était une stratégie assez classique. Colomb, Saint-Barthélemy, voilà. c'est En plus, oui, c'est drôle. Saint-Barthélemy. Donc c'était une stratégie classique pour les Juifs français pendant l'occupation, c'était de changer de nom de famille et de se faire passer pour des Français de confession chrétienne ou peu importe, ou ariens. Et donc ils ont vécu pendant toute cette partie de leur vie dans la Drôme, jusqu'au moment où à la Libération, elle a décidé de garder ce nom de Colomb pour que ça devienne son nom d'artiste. Donc elle s'est fait connaître sous le nom de Denise Colomb au lieu de Denise Loeb ou de Denise Cahen, comme c'était son nom de femme mariée. Je reprends. L'Indochine, il y a eu la guerre d'Indochine. On a interviewé un ancien combattant qui est sur l'île, qui a fait la guerre d'Indochine. Je pense que c'était après l'Indochine. Oui, elle était déjà passée pour les photos. Oui, c'était bien après, puisque la guerre d'Indochine, c'est dans les années, à la fin des années 40, années 50. On embrasse nos anciens combattants d'ailleurs. Après la Seconde Guerre mondiale. Et alors qu'elle y a vécu avant. Elle a vécu dans la période vraiment de l'Empire français. Est-ce que le musée Wallerhouse, est-ce que tu as beaucoup des enfants, des écoles, ou tu as des touristes américains? Parce qu'on dit que la culture attire le touriste et le touriste est attiré par la culture. Oui, bien sûr. Ça joue totalement, oui. Alors c'est sûr que le musée a trois fonctions. Trois populations vraiment pour lesquelles on travaille. On a les résidents, qui
par curiosité ou envie soif. peuvent avoir envie de visiter le musée. On a bien sûr les touristes qui effectivement pendant les jours de pluie, il n'y en a pas beaucoup à Saint-Barth, mais il y en a quand même de temps en temps, sont contents d'avoir autre chose à faire. Pour la culture. Et puis tout simplement, les touristes en général sont curieux de visiter les musées, etc. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un musée comme le Brigantin qui explique aux gens qui de passage sur l'île l'histoire de ce territoire. Et effectivement, on a les scolaires qui pour moi sont, d'ailleurs j'ai envie de dire ma cible privilégiée, intéresser les enfants et les jeunes le plus possible à ça, pour encore une fois, pour leur faire découvrir autre chose et pour les faire grandir. Nous, adultes, on a déjà eu des cycles, enfin des parcours de vie qui nous ont mis en contact avec d'autres choses, d'autres réalités. On est allé travailler ailleurs, on a fait nos études à l'étranger ou peu importe. Pour les jeunes, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, où on touche au monde entier On comme survole. ça, mais on le survole, c'est exactement l'expression. Il faut avoir un vrai contact en profondeur. Et ce contact, c'est le musée l'offre ici. Bonjour, rentrez. Entrez, allez-y. Est-ce que donc pour le musée, si moi je vais à Paris voir le Louvre ou les musées d'Orsay, il y a un tarif, il y a une entrée. Alors dans les musées en France, oui, tous les musées, souvent les musées sont assez payants, parfois assez coûteux, oui effectivement, même les grands musées nationaux à Paris sont devenus même très coûteux pour certains d'entre eux. Ici non, ici c'est gratuit, c'est libre d'entrée et c'est absolument gratuit pour n'importe qui. C'est pas réservé à une élite. Pas du tout, c'est vraiment un musée qui est ouvert pour toute la population. D'ailleurs la localisation, j'ai envie de dire physique du musée à la pointe ici sur le parvis l'aide beaucoup parce que tous les soirs entre 4h et 6h j'ai des enfants qui jouent, oui, j'ai plein de grandes ribambelle de gamins qui sont là en train de faire du roller, du skate, etc. Et ils ont pris maintenant l'habitude, ça c'est ma plus grande fierté depuis 4 ans, de venir. La porte reste tout le temps ouverte, donc les enfants le savent, les enfants rentrent dans le musée, ils vont faire un tour. À chaque fois qu'il y a une nouvelle expo, ils sont parmi les premiers à venir faire le tour. Parfois ils vont chercher leurs copains à l'extérieur en disant « Ah viens, faut que je te montre un truc ». Et donc ça c'est vrai. Ouais, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure en semaine? Alors dans la semaine, alors le musée est fermé le dimanche, lundi et mardi matin. Le mardi après-midi, c'est ouvert de 14h à 19h. Et tous les autres jours de la semaine, donc du mercredi au samedi, c'est ouvert de 9h à midi et de 14h à 19h. Super, donc totalement gratuit, donc financé par la collectivité. Gratuit, 100% financé par la collectivité. On a la chance aussi à Saint-Barthélemy d'avoir une population de touristes très aisée qui ne rechigne pas à mettre la main à la pâte à travers ce qu'on appelle le mécénat, une politique de mécénat. Que j'ai essayé de mettre en place le plus possible parce que ça permet aussi d'intéresser la population locale à ce qui se passe au musée. Donc on a plusieurs, un petit groupe d'une dizaine de mécènes qui sont très généreux, qui sont quasiment tous anglo-saxons, faut bien le dire, et qui permettent de financer des expositions qui sont un peu hors budget, des expositions ambitieuses, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est quand même au milieu de nulle part et que le transport coûte extrêmement cher, c'est-à-dire qu'à la fois le transport et l'assurance des œuvres, quand on fait venir, alors ça c'est pas une exposition qui a coûté très cher, mais on a des expositions avec 5, 8, 10 millions d'euros de valeur dans le musée et pour que ce soit possible, il faut des assurances qui coûtent très cher, le transport coûte extrêmement cher. J'ai une question précise. Si moi je voudrais que tu fasses venir la Joconde ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est pas Pourquoi possible. Alors la Joconde, c'est vraiment le plus mauvais exemple. Bon voilà, excuse-moi. Parce que la Joconde, déjà la Joconde ne voyage pas. La dernière fois que la Joconde a voyagé, c'était dans les années 50. Elle était partie aux États-Unis et ça a été un truc très dur. Vraiment. Non, mais ça avait fait date. Il y avait des millions de gens qui étaient allés la voir à la National Gallery à Washington. La Joconde ne peut pas voyager parce qu'elle est peinte sur un panneau de bois qui est extrêmement fragile. On imagine l'accident d'avion, bateau. Oui, non, tout. C'est-à-dire que non. D'accord. Qu'est-ce que tu En règle générale, faire venir de l'art ancien ici, c'est très compliqué. D'accord. Parce que même si le musée réunit, je dirais, 99% des réglementations et des conditions de sécurité pour présenter de l'art ancien, on est quand même dans un territoire qui est particulièrement dangereux, avec des taux d'humidité qui sont
dur pour des objets anciens, des objets le bois ça bouge. Tout ce qui est archéologique, c'est difficile. Archéologique, c'est plus photos, facile ça. à la limite, parce que l'archéologie en général ça va être de la pierre ou de la terre cuite, Ouais. et donc c'est beaucoup moins sensible à l'hydrométrie. Tout ce qui est en bois, tout ce qui est sur toile, tout ce qui est en métal, le métal, ici on est à 20 mètres du bord de l'eau, donc le métal rouille, le bois gonfle, l'humidité attaque les tissus, donc tout ça c'est quand même très compliqué. Même si on a fait quelques expositions, particulièrement l'exposition qu'on avait consacrée à l'art africain, on a fait une grosse rétrospective sur l'art africain il y a 3 ans. Effectivement, là on avait des objets qui avaient plusieurs... Enfin, il y avait 4000 ans en gros, 4000 ans entre les objets les plus anciens et les objets les plus récents. On avait pris un gros risque qui s'est avéré payant, on n'a pas eu de problème à cette époque-là. Et on présentait à la fois des textiles, des objets en fer avec des objets en bois. Mais c'est la collectivité qui assure, qui paye l'assurance. Oui, ouais. c'est la collectivité qui Bon, assure. merci à la collectivité alors. C'est bien sûr, toujours merci à la collectivité, sans qui de toute façon rien de tout ça pourrait se faire. Ouais. Mais c'est vrai que et puis moi en tant que conservateur et en tant qu'amateur d'art, mon principal souci c'est de permettre à ces objets de perdurer. C'est-à-dire que des objets qui ont 200, 300, 400, 500 ans, c'est presque un miracle que ces objets-là soient encore en état. Les faire venir ici et prendre le risque de les endommager pour les 400 ou 500 prochaines années, ce serait une grosse responsabilité de notre part que je ne suis pas prêt à prendre tant qu'on n'a pas certaines conditions de sécurité précises, particulièrement des vitrines. Ça, c'est un des gros projets sur lesquels il faudra qu'on travaille. Le bâtiment du Wallahouse, c'est Oui. un bâtiment de construction suédoise, c'est ça? Et c'est Alors qui a été anciennement construit entre 1780 et 1790, donc au pic de la période suédoise. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait ici? C'est le grand mystère. On n'est pas trop sûr de On parlait de la collectivité, elle n'était pas ici? Non. C'est La un grand mystère. collectivité n'a jamais été ici. Ok, c'est un grand mystère. Oui, Ça va, quoi. l'origine. Alors le bâtiment a servi à différentes choses. Cabaret, entrepôt. Il y a différentes explications. Enfin, il a eu différents usages qui ont été enregistrés. L'origine de la commande de ce bâtiment, on n'en est pas trop sûr. D'accord. Ça, on ne sait pas. Ça avait probablement à voir avec le commerce des esclaves, de toute façon. Ouais, d'accord. Je profite de cette transition justement parce que je t'ai parlé que nous sommes partis avec l'ASBAS, les anciens combattants et la collectivité. On a été partis avec l'association des Amis de Saint-Barth en Suède, où ils nous ont fait on a été voir tes homologues à Stockholm dans un musée. Et bon, il y avait le Vasa, le fameux bateau en bois là. Je connaissais pas, j'ai appris plein de choses par ton collègue suédois. Et ils nous ont emmenés au musée de Stockholm où là ils ont retrouvé une malle de correspondance entre Saint-Barth et la Suède. Ouais. Et cette malle, c'est une petite collection qu'on a filmée. Est-ce que ça serait plus facile de faire venir une malle ici pour présenter à Saint-Barth ce qui s'était passé à l'époque suédoise? C'est pas la Joconde, hein. C'est des photos, c'est des cartes postales où on voit des histoires formidables. Ouais. Et bon, j'ai pris en photo, j'ai tout donné à l'ASBAS, mais peut-être que toi, avec tes homologues de Stockholm, via l'ASBAS, potentiellement, je ne sais pas si c'est intéressant. Je pense que si, c'est probablement intéressant, mais après c'est vrai que c'est sûr qu'il faut mettre son nez dans les documents et voir les informations qu'on peut en tirer, parce que si c'est juste des gens qui écrivent à leurs femmes rester là-bas. Il y a des maîtres, il y a peut-être des esclaves, il y a des petites cartes postales. Il y a peu de chances qu'il y ait des esclaves écrits. Non, c'était justement, en tout cas, je t'enverrai tous les documents et puis on avec plaisir. Pourquoi pas? Moi, c'est pas le genre d'exposition que j'ai vocation à monter, puisque encore une fois, ça c'est vraiment. Ça parle de Saint-Barthélemy, donc ça c'est plutôt les expositions qui devraient se tenir au Brigantin. Au Brigantin peut-être. D'accord. Après, moi je suis toujours intéressé de mettre mon nez un peu dans toutes ces histoires-là, parce que déjà par curiosité personnelle, par intérêt pour l'histoire locale, et aussi parce que effectivement au mois de septembre-octobre, en général, on consacre une exposition au patrimoine de Saint-Barthélemy. Puisque et on a nos homologues suédois qui viennent. C'est les journées européennes du patrimoine, absolument. Ils viennent, donc effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être fait à ce moment-là. On en reparlera de toute façon à Saint-Barth Actu. Merci encore Charles. Quoi d'autre on pourrait. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais dire à Saint-Barth Actu? Est-ce qu'on a fait tout le tour? Moi j'ai une petite question. Vas-y, Marcel. Charles. J'ai entendu que pendant la période suédoise, il y a eu un incendie qui a ravagé Gustavia. Oui. Mais pas ce bâtiment.
Non, parce que le bâtiment est en pierre. Tout le reste des bâtiments étaient en bois. Tous les bâtiments qu'on avait à la pointe, sur cette partie de Gustavia, étaient des bâtiments qui étaient majoritairement construits en bois. Oui, on parlait de l'incendie de Gustavia. Voilà, effectivement. donc effectivement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que 70 à 80% des structures existantes ont brûlé et ont disparu. On connaît l'origine de l'incendie ou pas du tout? Aucune idée. Moi personnellement, j'en ai aucune idée. Et c'est ce bâtiment qu'on appelle le Wall House. L'origine même du nom est assez mystérieuse parce qu'on ne sait pas si c'est Wall House à cause de la taille des murs, puisqu'effectivement c'est le bâtiment le plus grand à l'époque suédoise, enfin en tout cas jusqu'à la construction de la collectivité, c'était le plus gros bâtiment de Gustavia et même de Saint-Barthélemy probablement. Donc est-ce que Wall House est en rapport au mur, mais aussi, on sait aussi qu'il y a un Américain qui a habité sur l'île qui s'appelait Monsieur Wall, donc c'est peut-être lié à ça, mais cette bâtisse aussi forte, moi me fait penser, parce que j'ai un passé de marchand d'art africain, je me fais penser que c'était à voir avec l'esclavage. Mais on n'en a aucune preuve. On n'a aucune preuve de l'origine de ce bâtiment, pourquoi il a été construit, etc. On n'a pas de source. Peut-être qu'un jour on trouvera dans les archives en Suède justement une explication. Pour l'instant on ne l'a pas. Dernière question. C'est des expositions tous les expositions semaines, changent tous les mois. Alors ça combien dépend. par an à peu près, t'essayes d'en faire? On a deux périodes en fait, deux saisons j'ai envie de dire d'exposition dans l'année. On a la saison cyclonique et la saison non cyclonique. D'accord. Donc les expositions, je dirais ambitieuses d'un point de vue du budget, et d'un point de vue du contenu fragile ou extrêmement précieux, sont là en période non cyclonique. Bien donc sûr. En gros de novembre à juin. Et le reste de l'année, on ouvre en général le mois de juin avec le Salon des artistes de Saint-Barth, qui permet à n'importe qui à Saint-Barthélemy de présenter une œuvre au musée pendant un mois. Et ensuite, on fait généralement une exposition de photos, on a une exposition sur le patrimoine. C'est toi qui décides suivant ta sensibilité, suivant l'histoire, ou quelqu'un vient, voilà, j'ai des choses à Alors, présenter. C'est vraiment... c'est la cantonade, comment c'est décidé? Oui, c'est très mutuel, ça dépend. Très amical. Il y a des gens qui viennent me proposer des sujets et les moyens de les réaliser. Et je dis, écoutez, Banco, c'est un truc génial, on n'a jamais fait ça, pourquoi pas. Parfois ça vient de moi, parfois je tombe sur un article, enfin bref. Après, moi j'ai été dans le marché de l'art pendant 15 ans. T'es un expert. Oui, je suis expert en art africain et colombien, etc., en art tribal. J'ai toujours été dans ce milieu-là. Mon père était antiquaire, ma mère a été directrice de musée pendant 40 ans en France. Donc, oui, j'ai un réseau de gens, d'amis, d'acteurs qui me permettent de brasser beaucoup de sujets et du coup d'avoir accès à aussi beaucoup de choses. On n'est pas loin du... C'est plus difficile de choisir ce qu'on doit faire que de réfléchir à ce qu'on va faire en fait, parce qu'on a tout le temps des propositions. Souvent, certaines sont excellentes. Donc oui, c'est plus difficile de faire le choix entre toutes les bonnes propositions et tous les bons projets qu'on pourrait faire, finalement. Est-ce que tu fais des expositions sur l'avenir, le futur, un peu la science-fiction? Est-ce que tu peux, ou c'est vraiment ce qui est passé? Ça non. Ce qui est passé. Non, c'est le présent ou le passé, plus ou moins lointain, mais l'avenir... Je pense à la le futuroscope, ce qui n'est pas vraiment des musées, mais c'est des... Non, c'est ça. Des séances qui reçoivent du public. Oui, bien sûr, mais c'est pas... Oui, c'est autre chose. Là, ça serait de la prospection. En termes d'art et de culture, c'est très difficile de faire de la prospection, et je pense que la plupart de ceux qu'on en fait se sont plantés. Parce que là, l'IH... on est en train de se perdre, je pense. Ouais, mais après, il y a des choses probablement très intéressantes qui sont faites grâce à tout ça. Aujourd'hui, on n'en voit que le début, donc ce serait un photo pour commencer à... Mais il y a d'ici un an ou deux, j'ai un projet avec un artiste français très important qui utilise beaucoup justement l'IA et ce genre de choses. Peut-être effectivement. Ah, pourquoi pas? À terme, vous verrez une exposition au musée du Wall House avec des choses comme ça. Mais ce ne sera pas consacré à l'IA. Donc moi, en résumé, le Wall House, et toi, c'est comme une machine à remonter dans le temps. Et tu es notre guide, tu viens nous présenter des choses. Si on a envie de remonter dans le temps, c'est ça, c'est un peu... On prend ce que tu nous donnes, tu partages. C'est un peu... À Paris, il y a un musée qui fait ça, c'est le Grand Palais.
Ah oui, le Grand Moi, Palais. c'est ce que j'aime bien dire, je suis le petit Grand Palais Voilà. à Saint-Barthélemy, c'est-à-dire que c'est un mi-chemin entre la série des Que sais-je, le magazine Géo et Ouais. Beaux-Arts Magazine. Voilà, on Et- part à la découverte de choses et on essaye d'apprendre des trucs. Et ça reste totalement gratuit, Et c'est offert par la totalement collectivité gratuit, et absolument. par Charles Enfin, en tant que coordinateur et le guide. Voilà. Charles, merci beaucoup. Je sais qu'il existe le petit collectionneur, j'ai interviewé. Oui. Il y a le Brigantin en Issera d'avoir Eddy. Et puis le domaine félicité. Et le domaine félicité, ouais, j'irai voir là. Oui, Ah, ça, il faut y aller. il faut qu'on vienne vous voir, on va demander, Ouais. hein, on est dessus, on est sur le Faut coup. demander à Arlette. Arlette, hein. Charles, merci beaucoup Avec grand plaisir. de l'avoir reçu. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet. En tout cas, merci beaucoup. Charles, Merci. et merci au musée. Voilà aussi. Avec grand plaisir.